Public Sénat et EcoDDS vous présentent Pourvu que ça dure. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco responsable sur Public Sénat. Allez, petite question, connaissez-vous les métaux stratégiques? Lithium, nickel, cobalt, terres rares. Tous sont indispensables à l'expansion de nos énergies renouvelables. Des métaux souvent extraits de manière polluante et pas très éthiques à l'autre bout du monde. Et bien avec les crises géopolitiques et notre demande qui explose, comment sécuriser nos approvisionnements pour réussir notre transition énergétique? Réponse avec le journaliste Guillaume Pitron. Le lithium, justement, qui occupe une place centrale dans la transition écologique. Et s'il était possible aujourd'hui de le produire chez nous en France? Reportage chez Eramet, qui a prévu de l'extraire prochainement dans l'Hexagone. Et puis le recyclage des batteries des voitures électriques est peut-être une solution pour retrouver notre souveraineté. Le patron de Verkor, qui se lance avec Renault dans l'aventure des Gigafactories, nous dira pourquoi. Mais d'abord, tout ce qu'il faut savoir sur les métaux stratégiques en moins d'une minute, c'est parti. Les métaux stratégiques, c'est quoi? Ce sont les métaux dont notre économie a besoin, notamment pour réussir notre transition énergétique. C'est le cas du lithium, du cobalt, du nickel, du cuivre ou encore des terres rares. Mais on les trouve où exactement? Dans les batteries des voitures électriques qui ont besoin de beaucoup de cuivre, de nickel, de lithium et de cobalt. Mais également dans les éoliennes constituées de cuivre, de zinc, de nickel, de cobalt et aussi d'un peu de terres rares. Ou encore dans les panneaux solaires qui sont composés de cuivre, de silicium et d'un peu de terres rares. Et on risque d'en manquer? Eh oui, tous ces métaux, nous les importons de Chine, de Russie, de la République démocratique du Congo ou encore d'Amérique du Sud. Or, pour nous décarboner, nous allons avoir besoin de beaucoup de métaux. Plus 3500% pour le lithium, plus 2600% pour les terres rares ou encore plus 330% pour le cobalt. En Europe, la demande va exploser d'ici 2050. Et il n'y en aura pas pour tout le monde, ce qui risque de mettre en péril notre transition énergétique. Comment réussir notre transition énergétique alors que les métaux stratégiques vont être amenés à manquer? Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour David Jaco. Vous êtes auteur de La guerre des métaux rares aux éditions Les Liens qui libèrent. D'abord, de quoi parle-t-on? Pardon déjà de poser un peu le décor. Les métaux stratégiques, c'est vrai qu'ils sont partout. Et pourtant, on ne les connaît pas bien. Il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de panneaux solaires sans eux. C'est clair ça, hein? En fait, des métaux stratégiques, ce sont des métaux qui sont indispensables pour une industrie considérée comme stratégique par un État. En France, nos industries stratégiques, c'est notamment l'industrie automobile. Et donc les métaux qui servent à fabriquer les voitures électriques sont des métaux qui sont éminemment stratégiques. On parle du lithium, on parle également du cuivre, on parle du cobalt, du nickel, d'un minerai qui s'appelle le graphite. Tous ces métaux Sont sont et vont incontournables. devenir de plus en plus importants. On ne peut pas, d'ores et déjà, on ne pourra pas faire de transition énergétique sans eux. Juste un chiffre pour bien Ouais. imprimer cette idée. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que dans les 20 ans qui viennent, dans 20 ans, notre consommation de lithium dans le monde sera 42 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Lithium qui va servir majoritairement pour les batteries des véhicules électriques. Voilà. Et donc ces métaux sont rares. Certains sont rares, d'autres sont Voilà. abondants. Il faut s'y retrouver un petit peu Voilà. aussi là-dedans, Alors hein. les métaux abondants, cuivre, fer, aluminium, zinc, et puis des Ils sont métaux. stratégiques, mais ils sont pas rares. Tout à fait, ils sont stratégiques mais pas rares. En tout cas, le cuivre peut être considéré comme un métal éminemment stratégique parce qu'il en faut pour les voitures électriques. Et puis après, vous avez des métaux plus rares que les métaux abondants parce que 1000 fois plus rares, 2000 fois plus rares dans l'écorce terrestre que les grands métaux. Donc ça veut dire qu'ils sont très dilués et donc on peut les considérer comme rares. Alors naturellement, on en trouve jusqu'au fond des océans de ces métaux comme les terres rares ou le cobalt. Donc ils sont rares et pas rares à la fois, mais l'industrie aime bien les qualifier de rares parce que plus dilués, et donc il faut bien les chercher à un coût écologique très élevé. Pardon, c'est quoi les terres rares? Alors les terres rares, c'est une classe de métaux rares qui se subdivise en 15 métaux, dont le néodyme, qui est important pour les aimants qui font fonctionner les moteurs de la plupart de nos voitures électriques, mais vous avez également du néodyme dans votre téléphone portable, il fait vibrer votre téléphone portable, donc les terres rares, c'est une sous-catégorie encore. Les demandes, justement, pour ces métaux stratégiques vont exploser, ça on l'a bien compris, dans les prochaines années et décennies. Est-ce qu'on va en manquer? C'est ça le sujet. Le risque, il est là. Et lesquels?
métaux stratégiques rares critiques sont Mmh. les plus concernés? Mmh. Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite géologique. Enfin, je veux dire, il y a des limites géologiques, mais il n'y a pas de rareté géologique. Comme je vous l'ai dit, de ces métaux, on peut en trouver jusqu'au fond des océans et pourquoi pas sur la crête des astéroïdes. Mmh. Donc sur le papier, il y a tout ce qu'on veut. Le problème, c'est à quel coût est-ce qu'on va aller Ouais. les extraire? La teneur des gisements baisse. Donc ça veut dire qu'il faut creuser toujours plus profondément, générer toujours plus de rebut. Il faut consommer davantage d'électricité pour extraire la même quantité de matière. Il faut plus d'eau pour aller raffiner la même quantité de matière, avec un coût écologique plus élevé. Or, les populations locales ne sont pas forcément d'accord, et ça, c'est un goulot d'étranglement extrêmement important. Le politique finit par hésiter et voir s'y oppose. Et donc, en fait, vous avez un ensemble de critères qui, en fait, font que le métal pourrait ne pas être extrait suffisamment par rapport à la demande, donc générer des situations de pénurie, non pas parce qu'il est encore une fois rare dans l'écorce terrestre, mais parce que les coûts d'extraction sont tels et les enjeux que finalement on se dit on préfère s'en passer. Et c'est là le risque. Est-ce que ce sont toujours des pays, fréquentables ou pas, Alors, qui produisent ces métaux stratégiques? l'Australie est un pays tout à fait Oui, je fréquentable. pensais pas à l'Australie. Le Chili est un pays fréquentable. Aussi. Le problème, c'est qu'une partie de la production de ces pays est rachetée par des entreprises chinoises et ces entreprises chinoises importent le minerai jusque sur le territoire chinois et c'est en Chine qu'il va être raffiné. Donc c'est-à-dire qu'il va être raffiné, en utilisant une électricité. Raffiné, ça veut dire? Raffiné, c'est-à-dire qu'il va être transformé en produit fini, prêt à être utilisé dans les cellules des batteries. Or, l'électricité qui permet ce raffinage, c'est une électricité qui provient du charbon majoritairement en Chine. Donc vous avez, paradoxe, des énergies bas carbone et demain des voitures bas carbone qui en fait, pour la fabrication desquelles il a fallu émettre du CO2. Donc est-ce que c'est fréquentable d'aller acheter du minerai en Chine? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est fréquentable d'aller acheter du métal en Chine? Non. Donc l'enjeu demain, ça va être, mais comment est-ce qu'on se passe de la Chine, y compris des batteries chinoises, parce qu'on achète carrément les batteries aux Chinois. Ouais, et comment on extrait tout ça de manière, Plus propre responsable. et responsable? Alors, propre, Et donc chez nous, voilà, donc propre, on met ce terme de côté. C'est ça un mot n'arrivera qui doit jamais être interdit de notre vocabulaire jusqu'à la fin des temps. D'accord? sur les métaux On stratégiques? ne fera jamais de mine propre, c'est un mythe. Mais on ne fera pas non plus germinal. Et la psyché française Oui, autour des oui, romans de oui, Zella oui. doit aussi être mise de côté. La mine du futur sera entre les deux et ce sera une mine que l'on peut qualifier de responsable, c'est-à-dire que nous allons extraire le minerai selon des critères et des normes sociales, environnementales qui seront plus respectueuses que ce qu'on a pu faire par le passé et plus respectueuses que ce que font les Chinois. Et donc c'est là, sur cette fine ligne de crête, qu'on doit pouvoir relancer une industrie minière, notamment en Europe, pour pouvoir avoir nos propres approvisionnements à un coût écologique moindre. Ça se joue donc à l'échelle nationale et surtout européenne. On sait Oui. que la Commission européenne, l'Europe est en train de bouger pour retrouver un peu de souveraineté, en la matière. Ça passe déjà peut-être par changer nos fournisseurs, Tout à fait. changer un petit peu, la cartographie. Je ne sais pas quels sont les pays, qui pourraient être visés, le Canada notamment, je Oui, pense? oui, absolument. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rendu visite à son homologue Justin Trudeau et il a été question, durant cette visite officielle au Canada, d'approvisionnement en nickel, en cobalt, en lithium par les Canadiens pour les besoins de Volkswagen. Ursula von der Leyen a également évoqué des partenariats commerciaux avec des pays producteurs de ces minerais, comme l'Australie, comme le Chili, comme le Mexique. Donc la palette de notre de nos actions, les cordes que nous avons à notre arc, inclut également ce que pourrait appeler une nouvelle diplomatie minérale. Une diplomatie minérale. Oui, après la diplomatie pétrolière, la diplomatie minérale, il y a une nouvelle géopolitique du vert, de la transition énergétique, du Green Deal, qui est en train de se mettre en place. Mais ces pays, David Jaco, est-ce qu'ils vont vouloir nous vendre leurs matières premières? Je veux dire, vous voulez avoir, produire avec un coût écologique certain, le minerai à 1 € le kilo et le vendre, à des pays européens? Vous voulez pas du tout ça. Les États producteurs veulent soit taxer fortement le produit, soit, remonter la chaîne de valeur, c'est-à-dire, en fait, non pas vendre le minerai ou le métal, mais vendre les batteries de voitures électriques et pourquoi pas les voitures électriques eux-mêmes demain. Avoir toute Ils la veulent être valeur ajoutée, toute la chaîne de valeur. exactement, et ils ne veulent pas être des États miniers, ils veulent être des électro-États. Il y a eu des On peut les comprendre, pétro-États on et peut les maintenant on comprendre. va avoir des électro-États. Donc il faut regarder notre sous-sol, chez nous aussi. Pas seulement voir les fournisseurs, mais voir, comment, mais on se dit qu'on produira jamais d'ailleurs 100. Nous, on sera Non. jamais autosuffisants, faut pas rêver Jamais. non plus. La souveraineté pure, chimiquement pure n'existe pas, mais une forme de souveraineté existe. La souveraineté, elle passe en particulier par des alliances avec des pays producteurs, donc avec qui allons-nous créer des liens d'interdépendance. Elle passe par le recyclage. On va pouvoir davantage recycler Ouais. parce qu'on va avoir de plus en plus de batteries de voitures
être recyclés dans 10 ou dans 15 ans. Et comme ça, ce sera une source de matière première. Et puis après, reste la partie production sur notre sol. On ne produira pas tout. Par exemple, je peux vous dire qu'on ne produira pas assez de terres rares par rapport à nos besoins, pas assez de cobalt par rapport à nos besoins. On ne pourra pas tout produire, mais on peut produire une partie. On pourra produire une grande partie du lithium dont nous avons besoin et retrouver un peu de souveraineté. Et puis la question ultime, c'est est-ce qu'on va réussir le pari de sécuriser justement ces approvisionnements en métaux stratégiques pour réussir notre transition énergétique? C'est jouable, c'est une course qui est gagnée ou plus certains diront perdue d'avance? Alors d'abord, on part très en retard parce que les Chinois ont compris 20 ans avant nous que ces matières premières allaient devenir le nouveau pétrole. Deng Xiaoping l'aurait dit en 1992, Ursula von der Leyen l'a dit en 2022. Donc il s'est passé 30 ans depuis. En revanche, on peut rattraper notre retard et on remarque que les Européens, mais surtout les Américains, pour des raisons de sécurité nationale, parce que ces ressources servent dans leur industrie de défense, ils n'ont pas du tout envie de dépendre des Chinois pour faire voler leur F-35, l'équivalent de notre Rafale, eh bien accélère. Donc il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Serons-nous souverains à 100%? Non. Il y aura des interdépendances demain avec d'autres pays. Il va falloir choisir ses nouveaux alliés. Ce sera peut-être plus l'Arabie Saoudite, ce sera l'Indonésie, ce sera l'Australie, ce sera le Chili, ce sera la Bolivie, ce sera le Mexique et peut-être d'autres pays. La souveraineté relative pour autant sera une souveraineté qui sera la résultante de l'agrégation de toutes ces solutions-là. Encore une fois, on part avec du retard. Voilà, merci Guillaume Pitron. Merci. Je rappelle votre livre La guerre des métaux rares aux éditions Les liens qui libèrent. Merci à vous. Merci. Alors, on l'a vu, le lithium occupe une place centrale dans la transition énergétique. On l'a dit, on le trouve notamment dans les batteries des voitures électriques. Mais comment ne plus être dépendant de la Chine, on l'a dit, et des pays d'Amérique latine, et si c'était possible, parce que ça l'est, de relocaliser cette activité en France? Manuel Lègre. Le lithium, aussi appelé or blanc, est l'une des ressources les plus recherchées dans la course à la transition énergétique. On le trouve dans les batteries, et notamment celles qui équipent nos véhicules électriques. Avec pour objectif la fin des voitures thermiques en 2035, la demande en lithium explose. Mais alors, comment faire face? Où trouvons-nous le lithium et comment l'extraire? Nous avons rendez-vous en banlieue parisienne chez l'un des leaders du marché français, Eramet. Leur technique, extraire en Argentine le lithium contenu dans la saumure, un liquide se trouvant plusieurs kilomètres sous terre. La saumure, c'est ça. C'est de l'eau très très salée, 10 fois plus salée que l'eau de mer. Et à l'intérieur, vous ne le voyez pas, mais il y a du lithium. Et donc, le but du travail d'Eramet, ça a été de trouver un procédé pour extraire, aller capter le lithium qui est à l'intérieur de cette eau très salée et le transformer en carbonate de lithium. Et le carbonate de lithium, c'est utilisé pour fabriquer les batteries lithium-ion de vos voitures électriques. Début 2022, Eramet installe ses forages dans la province de Salta en Argentine. Un projet à 345 millions d'euros. Le plus difficile n'est pas de puiser la saumure, mais d'élaborer un procédé pour en extraire le lithium. On va la faire passer à travers des colonnes. Et ces colonnes, on va la remplir avec une éponge à lithium. Donc on a déposé des brevets là-dessus. Et cette éponge à lithium, en fait, elle va capter le lithium qu'il y a dans la saumure. Ce lithium, ensuite, on va continuer à le purifier, le nettoyer, on va le concentrer. Et c'est cette poudre blanche qui va être utilisée par les fabricants de batteries lithium-ion. Ici, en Argentine, d'autres forages sont en cours de construction. L'objectif est de produire à terme 24 000 tonnes de lithium par an, soit l'équivalent de 500 000 batteries de voitures. Mais ce n'est pas suffisant. À l'horizon 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est pas loin, il nous faudra 40 fois plus de lithium chaque année que ce qu'on consomme aujourd'hui. C'est énorme. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà connu dans l'histoire de l'humanité une augmentation de besoins aussi rapide. Et donc forcément, ça veut dire que derrière, il faut qu'on mette en place des nouvelles mines, des nouvelles exploitations, des nouvelles usines aussi de raffinage pour être capable de produire ces électrodes, ces batteries qui viendront alimenter nos véhicules électriques et qui nous permettront de décarboner les transports qui, je vous le rappelle, représentent bon an mal an entre un quart et un tiers de nos émissions de CO2 annuelles. On a fait des travaux un peu plus prédictifs, si vous voulez, pour essayer d'évaluer la probabilité qu'on trouve du lithium en fonction de tout ce qu'on sait de la géologie. Et ces travaux nous ont montré qu'on est sans doute le pays européen, ou un des pays européens, où on a le plus de chances de trouver du lithium. Jusqu'à aujourd'hui, nous consommions peu de lithium, principalement des piles ou de petites batteries d'appareils ménagers. La totalité de nos besoins en or blanc provient de l'étranger. Mais les géants du secteur anticipent l'avenir en multipliant leurs sources d'approvisionnement et en les rapprochant de la France.
Nous avons des équipes d'exploration, de géologues qui parcourent le monde à la recherche des nouveaux gisements qui permettront de continuer à produire du lithium. On parcourt le monde et parmi les nombreux projets que nous avons, nous pouvons parler du projet en Alsace où nous projetons également de produire du lithium à partir de sources géothermales, mais ça reste un projet pour l'instant qui est à l'étude. Mais réaliser un tel projet en France n'est pas si simple. Réglementation, études d'impact, acceptation sociale. Si Eramet réussit son pari, l'usine n'ouvrira pas ses portes avant de nombreuses années et risquerait même d'arriver derrière son plus gros concurrent. À Beauvoir dans l'Allier, Imerys vient d'annoncer l'ouverture d'une mine géante de lithium. En réalité, c'est en exploitant un gisement de kaolin que les ingénieurs se sont aperçus que les sols étaient également riches en lithium. Près d'1 million de tonnes d'or blanc seraient enfouies dans ces sols. Mais contrairement à la mine exploitée par Eramet, ici ce petit métal n'est pas emprisonné dans un liquide, mais dans la roche. La première étape, c'est que vous avez une roche qui est solide. Il va falloir déjà la transformer en poudre. Donc vous imaginez qu'il va falloir effectivement la concasser, la broyer finement, et tout ça, ça va consommer beaucoup d'énergie. Dans cette roche qu'on a broyée, donc on va vouloir le récupérer. Donc on va commencer par le dissoudre, en général dans de l'acide. Donc c'est pas dangereux en tant que tel. Par contre, il faut pas avoir de rejet dans l'environnement, et c'est un point important parce que évidemment, ça n'a de sens d'ouvrir des mines que si ces mines sont ce qu'on appelle responsables. Alors que cette mine ne pourra être opérationnelle avant 5 ans, les prix du lithium explosent. Aujourd'hui, la tonne se négocie 50 000 € contre 6 400 en 2021. On vient de le voir, on peut extraire des métaux stratégiques dans des mines ou alors miser sur le recyclage notamment des batteries des voitures électriques. Bonjour Benoît Leménian. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président du directoire de Verkor. Aujourd'hui, qu'on dise les choses, les batteries des voitures électriques sont fabriquées, pas en France, elles le seront d'ici peu, 3 ans grâce à vous. Mais aujourd'hui, tout ça vient d'Asie. La Corée, du Sud, la Chine. Ça vient en partie d'Asie, mais ça vient déjà un petit peu d'Europe. Il y a plusieurs usines qui ont été construites par des acteurs asiatiques, coréens en l'occurrence. Il y a LG en Pologne, qui par exemple fournit les batteries de la Zoé. Il y a également SK et Samsung qui se développent en Hongrie. Mais pour l'Europe de l'Ouest, effectivement, on va être dans les premiers à produire et à fournir des batteries. Dans vos batteries, donc destinées aux voitures électriques, on retrouvera, et c'est le thème de cette émission, des métaux stratégiques. Lithium, nickel, vous m'arrêtez, hein, cuivre, cobalt, graphite, terres rares. Moi, j'ai qu'une seule question. En 2025, comment vous sourcez vos approvisionnements? Vous allez prendre du lithium, par exemple, ou du cobalt, où? Chine, République démocratique du Congo. Quels sont ces pays Alors on a que vous choisissez ou vous ne choisirez pas? Alors, il y a des choses qu'on choisit, des choses qu'on choisit pas. Un tout petite chose, c'est que dans les batteries, on n'a pas de terres rares. Effectivement, on a du cobalt, du lithium, Ouais. du manganèse. On a du cuivre et de l'aluminium sur ce qu'on appelle les foils, donc les feuillards. Ça, c'est les métaux qui sont recyclés d'ailleurs, soit dit en passant, d'usage primaire qui ont été différents. Sur le cobalt, le lithium et le manganèse, nous travaillons avec Renault et puis également avec d'autres partenaires pour localiser en Europe la production. Et je peux citer l'accord qui a été passé avec le groupe Managem, qui travaille alors en Afrique du Nord, mais également avec le groupe Terrafame en Finlande pour produire du manganèse pour que nous puissions l'incorporer dans les batteries. Donc nous avons le souci de avoir une chaîne de valeur locale avec des partenaires. Ce ne sera pas tout local, le lithium va venir peut-être un petit peu d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud, mais aussi d'Asie. Mais aussi. Mais aussi, pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes en train de produire ces usines, mais la chaîne amont, toute la chaîne de valeur nécessaire à la production de ces batteries, n'est pas encore structurée en Europe. Elle est en train de se structurer. Bon, et on voit bien qu'il y a aujourd'hui, il y a des productions qui se relocalisent, notamment le lithium, on l'a vu dans l'actualité avec Eramet ou Imerys. Là encore, il y a des partenariats qui sont en cours pour vous fournir en lithium. Absolument, et c'est très important. Nous, notre enjeu, c'est d'être fourni en lithium d'une manière responsable. Je prends l'exemple du lithium, responsable, traçable, c'est très important, et également pérenne. Vous êtes très à cheval là-dessus. Oui, c'est important parce que le consommateur le demande. Qu'est-ce que vous avez c'est refusé légitime. aujourd'hui comme source d'approvisionnement? Ce qu'on a refusé aujourd'hui, c'est des sources d'approvisionnement qui ne sont pas transparentes sur leur origine. Je donne un exemple. Il y a sur le marché des acteurs qui sont capables de nous fournir avec une approche relativement directe, et d'autres, ce qu'on appelle les traders, qui vont en fait mélanger des matières sans trop nous donner l'information du sourcing. Ça, aujourd'hui, on refuse, on dit non. Si on n'est pas capable de tracer la source, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Bon, dans un second temps, vous avez prévu de récolter ces métaux stratégiques sur d'anciennes batteries qui arriveront
en fin de vie. C'est pas pour tout de suite parce que les batteries qui sont en fin de vie, aujourd'hui, elles arrivent quoi? Elles arrivent au compte-gouttes, hein. Donc, Ah bah, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de dans 5 ans? Ou au 3 ans? minimum, non, plus que ça, Plus parce que qu'en ça. fait, ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'une batterie, c'est quelque chose qui dure longtemps. Et une voiture électrique, aujourd'hui, nous, les durées de vie sur lesquelles nous partons en termes de conception de batterie, c'est beaucoup plus qu'une voiture traditionnelle à essence. C'est une voiture qui va être capable de faire 500 000, 700 000 kilomètres. Donc ça nous renvoie dans 15 ans, dans 20 ans. Et effectivement, à ce moment-là, on va avoir cette économie circulaire. Pour l'instant, il nous faut incorporer des nouveaux matériaux. Donc pas avant 15 ou 20 ans qu'on aura vraiment des gigafactories avec du recyclage, enfin avec des métaux stratégiques issus du recyclage d'anciennes batteries arrivant en fin de vie. On va l'avoir dès le démarrage avec quelques batteries, mais les volumes Ouais. vont avoir besoin de croître. On va avoir également le recyclage des batteries, ce qu'on appelle les scraps, qui ne seront pas à la bonne qualité dans le cadre du démarrage des usines en Europe. Mais ça fera une fraction, puis elle va grandir, 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 et en 2040, on aura une fraction très importante qui sera issue de recyclage. Où est-ce qu'on en est, sinon, de la technologie de recyclage des batteries? Il paraît que les progrès sont absolument incroyables et qu'on sait quasiment récupérer 90% notamment du lithium qui sont contenus dans les batteries. Le grand public le sait peu. En fait, des séparations par traitement, ce qu'on appelle électrochimique, vont permettre vraiment cette séparation et cette réutilisation parce qu'on retrouve la même qualité des métaux. En fait, je le dis d'une manière assez simple, la meilleure mine aujourd'hui pour des matériaux pour batterie, c'est une batterie. Ce qui est Mmh. beaucoup plus concentré dans une batterie que ce qu'on va trouver dans la nature. Oui, sauf que tout ça, ça sera dans 20 ans, on a dit, hein, le recyclage. Ça sera dans 15-20 ans. Ouais. Les premières Zoé du groupe Renault vont arriver en fin de vie, pas tout de suite, mais en 2020, 2030, pardon, 2035, et puis ça va augmenter progressivement. Ce recyclage des métaux, il est quand même pas simple évidemment. Il est coûteux et puisqu'il est propre. Alors, il est pas très coûteux parce qu'en fait, c'est moins cher sur le plan énergétique d'extraire du nickel d'une batterie que de l'extraire de la nature. La concentration est beaucoup plus élevée. Est-ce qu'il est propre? Oui, s'il est fait correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre ces métaux dans un bain spécial et qu'en fait, on va ensuite les extraire. C'est une technique extrêmement classique de la métallurgie. Avec des métaux, et là pour le coup je l'apprends, qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Et jusqu'où va cette économie circulaire Il pour n'y le a pas de coup? limite. Quelque part, c'est comme le verre. Vous savez que le verre aujourd'hui est recyclé en fait une infinité de fois. Et ben c'est pareil avec les métaux des batteries parce que c'est important de bien le comprendre. Une batterie ne consomme pas les métaux. Au bout de 15 ans, 20 ans, chaque gramme de lithium, chaque gramme de cobalt est toujours là. Et ça a une vraie valeur économique, environnementale. Et c'est cette valeur-là que nous allons collectivement venir chercher en recyclant ces batteries. Allez, merci Benoît Lemeignan, merci à vous, cofondateur et président du directoire de Vercor. Merci. Merci beaucoup. Et si pour retrouver notre souveraineté, la solution venait de nos plantes capables de donner une seconde vie à nos métaux? Alors, on vient de le voir, on aura du mal à satisfaire notre demande en métaux stratégiques. Heureusement, certaines plantes peuvent nous aider. Bonjour Émilie. Bonjour David. Et c'est le combat d'une chercheuse. C'est Claude Grison, elle est du CNRS. Elle a reçu le prix de l'inventeur européen décerné par l'Office européen des brevets. Et ce prix vient couronner cette intuition qu'elle a eue il y a 15 ans et que peu avaient à l'époque, à savoir que les ressources minérales mondiales étaient en voie d'épuisement et que certaines plantes pouvaient devenir des outils de la chimie du futur, une chimie propre qui se passe de solvants chimiques. Et donc ces plantes auraient un super pouvoir? Alors, elles sont capables en fait de survivre sur des sites industriels très dégradés, mais aussi de les dépolluer. Alors, c'est le cas par exemple du tabouret bleu ou de la menthe aquatique, mais aussi de la renouée du Japon ou de la jussido. Ce sont deux plantes exotiques qui prolifèrent aujourd'hui dans nos rivières et nos cours d'eau. Et ces plantes ne devraient pas, en théorie, être chez nous aujourd'hui, mais avec le réchauffement climatique, elles ont trouvé un terrain de jeu privilégié. Il faut savoir que c'est un véritable fléau, David. Elles étouffent toute vie aquatique, elles détruisent les écosystèmes, fragilisent les berges qui, du coup, menacent de s'effondrer. Mais malgré ça, ces plantes peuvent être de précieux alliés. En fait, la société de Claude Grison BioInspire est sur le terrain 6 mois de l'année, justement pour leur faucher la tête, pour leur couper la tête. Les plantes n'ont du coup plus de nutriments pour proliférer. Et puis, du coup, elles vont pouvoir ensuite capter pour nous des éléments métalliques. Voilà, et c'est là que l'on reboucle avec le thème de l'émission aujourd'hui, les métaux stratégiques. Ici, ce sont des métaux qui arrivent en fin de vie. Alors, on les appelle les effluents industriels. Une fois utilisés, les industriels vont les mélanger à de la chaux, qui va générer une boue extrêmement toxique et métallique, qui est censée partir dans des sites confinés. Le problème, c'est que ça coûte cher. Et puis surtout, ces sites, ils arrivent aujourd'hui à saturation, ce qui peut donner des abus. On l'a tous en mémoire, ces fameux scandales de boue toxique qui avaient à l'époque été déversés dans la Méditerranée. Et c'est là qu'intervient BioInspire, justement, plutôt que de laisser partir dans le sol ces métaux qui sont toxiques, mais néanmoins stratégiques. Pourquoi ne pas les récupérer? C'est pour ça qu'elle a noué
des partenariats avec des industriels dont elle préfère taire le nom pour des raisons de confidentialité, des industriels qui aujourd'hui ne veulent plus participer à cette pollution à grande échelle et qui jouent donc le jeu de ce recyclage végétal. Justement, ce recyclage écologique, à quoi il ressemble? Alors, je vous propose de revenir à nos plantes exotiques. Vous savez, celles à qui on a coupé la tête. Une fois récoltées, elles vont être séchées, broyées, puis réduites en poudre. Une poudre qui va ensuite jouer le rôle d'éponge végétale. Elle va en fait venir absorber ces déchets métalliques, des déchets qui, au contact de la poudre, vont se transformer en éco-catalyseurs. Alors, c'est un petit peu complexe, mais grosso modo, ces métaux, en fait, ils vont retrouver leur qualité originelle et seront donc prêts pour une seconde vie dans la chimie. Donc c'est un recyclage 100% naturel. Est-ce que ça marche pour l'ensemble, pour tous nos métaux stratégiques? Alors pour l'instant, la start-up récupère 2 familles de métaux stratégiques, les terres rares dont vous avez parlé tout à l'heure, mais également les platinoïdes, typiquement le palladium qui aujourd'hui est super critique. C'est bien simple dans la chimie, on ne sait plus s'en passer, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou automobile, et ce depuis le Dieselgate, puisque le palladium équipe aujourd'hui tous nos pots catalytiques de nos voitures. Les besoins, ils sont tels aujourd'hui que le cours du palladium a littéralement flambé, il coûte plus cher que l'or aujourd'hui. Et comme c'est la Russie qui nous fournit, je ne vous fais pas un dessin, nos approvisionnements sont directement menacés aujourd'hui. Donc ce recyclage végétal, il arrive à point nommé. Exactement. Et en plus, c'est la belle leçon que nous donnent les plantes, c'est que ces éco-catalyseurs, ils sont en fait plus performants que les catalyseurs conventionnels. Toujours cet éco-palladium, je vous parle de lui, il est très stable. Et du coup, on n'a plus besoin d'utiliser des quantités importantes de palladium. On évite donc ce phénomène que connaissent tous les chimistes, le phénomène de déperdition. Émilie, est-ce qu'il y a d'autres métaux qui pourraient eux aussi à terme être concernés par ce recyclage végétal? Alors BioInspire travaille actuellement sur le cuivre, le zinc, le manganèse et le nickel. Pour le cobalt, c'est un petit peu plus compliqué, mais la société est sur le coup. Donc vous voyez, on n'a pas fini d'entendre parler du pouvoir des plantes. Et d'ailleurs, Claude Grison est formel. Chaque plante a sa spécialité et tous les métaux lourds peuvent au final être captés. Allez, merci Émilie. Merci David. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Émission voir, revoir sur Public Sénat. Le replay, c'est toujours publicsénat.fr. Rendez-vous dans 2 semaines. C'était Pourvu que ça dure avec le soutien d'EcoDDS.